précise qui consiste à ne pas étourdir l'animal avant de le saigner. Et il y a un deuxième point qui est le fait de les égorger. On coupe la trachée et l'œsophage, et ce qui est absolument interdit par les règlements sanitaires, et on commet donc une grave infraction sanitaire en ce faisant. Et ça, tout le monde l'oublie, on fixe le projecteur uniquement sur l'absence d'étourdissement. Et troisième volet, si j'ose dire, du triptyque de la problématique du halal, c'est le fait que ça permet de financer un culte religieux, à savoir le culte musulman. Le problème, c'est que maintenant, vous avez 60% de la viande qui est commercialisée en France de la manière halal. Amis de TV Liberté, bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour Bonjour Anne. Frédéric. Bonjour Anne. 5 films au programme. Nous démarrons tout de suite avec le film de Woody Allen, Magic in the Moonlight. Et nous allons proposer la bande-annonce tout de suite. Stanley, tu es toujours le meilleur au monde. J'ai besoin de ton aide. Le mystère s'épaissit. La famille Catledge mène une vie mondaine en Provence. Mais il y a une jeune femme qui est parvenue à leur faire croire qu'elle est médium. Et comme tu es le plus grand démystificateur de faux spirites... Mais moi, elle ne me dupera pas. Sophie a plongé ses yeux dans les miens et dit des choses sur moi qu'elle ne pouvait absolument pas savoir. Et d'après ce qu'on me dit, elle est très jolie. Divinatrice et divine à regarder. Je perçois une impression mentale. Êtes-vous originaire d'Asie, d'Extrême-Orient? Sachant que tu es Wei-Ling Su, c'est sacrément épatant. Vous êtes une sacrée petite marchande de vent. Vous croyez que vous allez me piéger, que je vais vous faire une démonstration de mes combines? Stanley ne croit pas aux spirites. Il vous tient tous pour des fripouilles. Elle est plaisante, même si elle cherche à faisanter. Mes impressions mentales sont nébuleuses. Des cumulonimbus ou des cirrus? Je vois que vous vous moquez de moi. Ce monsieur Taplinger est réellement désagréable. Mais il n'est pas dénué de charme. Je crois savoir que nous aurons droit à une séance. Ce soir, les planètes sont bien alignées. Je vais tenter d'invoquer le monde immatériel. Envoyez-nous un signe! Plus je l'observe et plus j'en reste pantois. Serait-elle authentique? Je commence à avoir des doutes sur mon bon sens. Vous êtes pétri de certitude sur le monde qui vous entoure. Et j'ai toujours essayé de vous enseigner que nous ne savons rien. À présent, parlez-moi un peu du passé truculent de tante Vanessa. Peut-être même un parlementaire. Continuez. Une histoire d'amour. Elle n'a aucun moyen de savoir cela. Je suis sans voix, Sophie. Vous êtes plus belle que tout ce qu'on peut imaginer. J'ai toujours été persuadé qu'il n'y avait rien du tout après la tragique et morne réalité de la vie, alors que vous êtes la preuve qu'il y a autre chose, de mystérieux, de magique. On va mourir! Ma tante m'emmenait ici quand j'étais petit. Il y a un toit qui s'ouvre. On voit l'univers. Il est menaçant. Vous trouvez ça menaçant? Je dirais que c'est plutôt romantique. Alors, nous avons 2 avis complètement différents. Allez-y. Exactement. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis mes chaussettes oranges qui font parler nos amis téléspectateurs, de plus en plus nombreux. Alors, moi, j'ai un avis qui est un peu comme les fusées, si vous voulez, qui est à plusieurs étages. Alors, d'abord, le premier étage, c'est le positif. Ce que j'ai bien aimé, c'est la carte postale. C'est-à-dire qu'on est dans la Côte d'Azur des années 30, avec des jolies voitures, des jolis paysages, des jolies femmes, des jolies robes. Années 20. Peut-être des années 20, bon, peu importe. Bref, les paysages sont jolis, le décor est joli, on a un peu l'impression de regarder un épisode d'Hercule Poirot, mais la dimension détective et enquête en moins. Et pour moi, c'est ça le problème, parce que le scénario, au départ, est assez drôle. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans la bande-annonce, on suit un type qui se déguise en chinois pour être une espèce de Houdini mondialement connu. De magicien. C'est un magicien, mais plus un prestidigitateur qu'un magicien en réalité. Et celui-ci a une spécialité qui est une sorte de hobby, qui est démasquer notamment les faux voyants, les faux prêcheurs. C'est
quand même quelque chose d'assez rare. Et un de ses amis l'envoie pour sauver de l'arnaque une famille d'Américains, qui est d'ailleurs plus ou moins amie avec la famille du magicien en question, d'une fausse voyante, qui est une jeune fille d'ailleurs assez belle, qui vit sous leur toit et qui cherche non seulement des rentrées d'argent conséquentes, mais à épouser le jeune Américain, le riche et jeune beau Elle ne cherche Américain. pas, le jeune Américain C'est lui est qui fou lui d'elle. propose, mais enfin, Elle a déjà ça tombe bien. elle a déjà eu plusieurs propositions et elle les a méprisées. Pour l'instant. Et donc jusque-là, tout va bien, scénario intéressant, jolie carte postale, sauf que étage 2 de la fusée, en réalité, c'est un film qui est une histoire d'amour. Et alors, sur l'histoire d'amour, j'ai trouvé qu'elle était extrêmement convenue, avec un certain nombre de choses qui, pour moi, sont presque des tics, hein, au sens où c'est quelque chose qu'on a vu et revu probablement des dizaines de fois, c'est-à-dire qu'on a la rencontre de cette femme, de cet homme que tout oppose, ils vont finir par se rapprocher au gré de circonstances On ne dit pas la fin. plus ou moins douteuses. On ne dit pas la fin. Je ne dis absolument pas la fin, mais il y a notamment un moment où ils partent tous les deux en randonnée, donc on se croirait... Moi, je revoyais qui était Cary Grant et Grace Kelly dans ce fameux film des années 50, hein, vous vous souvenez, quand il est voleur de bijoux. Mais c'est peut-être fait exprès. Le chat, c'est sûrement fait exprès, sauf que quand c'est la première fois, c'est très sympa, quand c'est la deuxième fois, pourquoi pas, mais quand c'est la 12e ou 13e, il y a un moment de déjà vu. Je sens que votre romantisme est... Du coup, j'avoue que je me suis un petit peu ennuyé pendant la moitié du film, où on aurait aimé que ça dure un petit peu moins longtemps. Oui. On a Colin Firth qui joue très bien, mais qui joue Colin Firth, qu'on a l'impression d'avoir déjà vu 50 fois. Donc, pour moi, c'est un bon film, c'est-à-dire un film qu'on prend plaisir à voir, mais ça n'est pas un grand film, comme pouvait l'être Match Point, par exemple, de Woody Allen également, qui était pour le coup vraiment exceptionnel, avec un niveau de jeu, un niveau d'intrigue et une richesse de scénario qui allait largement au-delà de Magic in the Moonlight. Alors, après ce tableau raide, moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé de la première à la dernière image, parce que c'est vrai, les personnages sont beaux, la Côte d'Azur est à son apogée avant d'être détruite, c'est plein de charme. Et j'ai surtout aimé, les toilettes sont sublimes, on voit l'immense progrès qu'a fait notre civilisation avec les tenues contemporaines. On voit surtout, c'est un film de réflexion, c'est un film très intelligent sur la magie, l'amour, la foi et le rationalisme. Ce héros, ça c'est vrai. Ce héros est un rationaliste absolument forcené et il a affronté des choses qui ne le sont absolument pas. Cette jeune fille qui le subjugue, et c'est le personnage, le magicien qui veut débusquer tout ce qui est faux, c'est un peu Woody Allen qui veut qui veut décaper tous les mensonges. Donc si on le regarde de ce point de vue-là, c'est quand même très amusant. Il y a un dialogue éblouissant sur la foi, sur Dieu qui n'existe pas, mais enfin tout de même, Woody Allen se gratte la tête. C'est quand même très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai trouvé que c'est un film remarquable. Voilà. Parce que c'est du bon Woody Allen qui nous revient après des périodes où il était un petit peu faible et on avait l'impression que Woody Allen n'avait plus rien à dire. Absolument. Alors, déjà, je voudrais revenir sur la photo. La photo, effectivement, alors vous avez parlé des toilettes, c'est vrai, la photo est très intelligente parce que ce sont des couleurs vives mais qui se font un peu délaver. Donc, on est remis dans cette atmosphère de 1920 carte postale, je reprends votre nom, etc., votre terme. Mais je pense que les défauts que vous lui donnez, ce ne sont pas des vrais défauts parce que c'est pas ce qu'on attend de Woody Allen. On se fout royalement de l'intrigue, savoir s'il fait une enquête, etc., etc. Tout est dans les dialogues parce que c'est extrêmement bavard, comme tous les films de Woody Allen, mais avec des dialogues d'une intelligence extraordinaire, avec des citations de Nietzsche, dont vous avez un petit peu de philosophie, un petit peu de métaphysique. Vous en prenez ce que vous voulez. En même temps, ce personnage de Colin qui est atrabilaire, qui est totalement misanthrope et qui est égoïste comme c'est pas possible, qui balance des choses absolument faramineuses. C'est un ping-pong de dialogue qui est absolument et qui tombe sur l'irrationnel. Et effectivement, alors
il a toujours été intéressé par l'amour, comme tout le monde, plus ou moins. Et à la fin, il tombe sur l'amour, mais pourquoi? Tout le discours, c'est ce que vous disiez, c'est le rationnel, il est rationnel. Oui. Il a toujours été fasciné par la magie, il en parle un petit peu, et c'est là le rationnel, il est rationnel. Et l'irrationnel, c'est l'amour. Donc voilà, ça le déstabilise, parce qu'au fur et à mesure, il se rend compte qu'il est rempli de quelque chose qui est irrationnel. Nous avons un film sur la magie de l'amour. Oui, je trouve que c'est un film qui est bien fait, indiscutablement bien fait, et c'est un bon Woody Allen. Parce que, merci, merci Frédéric. Bon, il faut que vous retourniez le voir. Cher Maxime. Alors, Frédéric, vous avez vu 3 films. Ah oui, bon, je vais commencer par Go-Go Boys. Oui. Alors, ça fait un peu curieux, Go-Go Boys, on peut penser à Go-Go Girls. Oui. Ça n'a absolument rien à voir, vous ne verrez pas des hommes à poil. C'est un film qui parle de Golan et Globus, qui, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma, sont des producteurs israéliens qui faisaient des films très quelconques et même assez minables en Israël, et qui pensaient qu'ils allaient conquérir le monde en disant on va vendre. Alors c'est bien montré dans ce documentaire, en envahissant le monde avec nos productions, ils n'ont jamais réussi. Donc ils ont décidé un jour de partir à Hollywood et de faire du cinéma. Et là, ils ont monté une société qui s'appelle la Canon, dont le directeur en France était un de mes amis. Et cette Canon-là a commencé à très bien marcher. À Cannes, on ne voyait que. Il y avait des publicités partout. Ils ont fait énormément de films, alors des films très souvent des séries B, mais dans lesquels vous retrouviez tous les Van Damme, etc. C'était tous les films avec Missing in Action au Vietnam, etc. C'est des gens très à droite en même temps, très pro-israéliens, israéliens et très à droite. Donc ils faisaient tous ces films série B, dont certains étaient moyens, d'autres étaient bons pour gagner de l'argent. Et alors c'était pour gagner de l'argent, mais pour trouver une excuse, ils disaient toujours oui, mais avec cet argent-là, on va financer des films de gens intelligents, des bons films. Alors ils ont quand même financé Konchalovsky, ils ont financé Godard, voilà, des gens comme ça. Et ensuite, ils sont allés trop loin parce qu'il y en a un qui était un fou total, c'est Golan, il faisait des films, et il disait à Globus après, tu me trouves l'argent. Enfin, c'était quelque chose, ils se sont cassés la figure. Alors, ils se sont cassés la figure, dans le film, on rappelle quelque chose, mais sans citer, mais c'est vrai qu'il y a eu l'histoire Paretti, parce que Golan et Globus se sont séparés, Globus est parti et s'est associé avec Paretti, qui était un escroc socialiste italien de première, et ça vous rappelle peut-être que Paretti avait été mandaté par le gouvernement français de Mitterrand, socialiste, qui avait demandé au Crédit Lyonnais d'aider Paretti pour payer la Golden Meyer, ce qui a fait une carambouille de première. Le Crédit Lyonnais nous a coûté extrêmement cher à chaque Français, et souvenez-vous, si vous vous en souvenez, qu'après, il y a eu plus ou moins un procès, mais pas de chance. Le dernier étage où il y avait toutes les archives du Crédit Lyonnais avait brûlé. Donc ça s'est arrêté. C'est l'accident bête. C'est l'accident bête, ça s'était arrêté là. Alors, Golan et Globus, c'est quelque chose d'intéressant. Et je citerai une petite anecdote, parce que c'était des gens qui étaient ultra connus à Cannes, parce qu'ils faisaient des conférences de presse toujours juste avant le déjeuner, je ne sais plus, juste avant le dîner, je crois que c'était avant le déjeuner, où tous les journalistes y allaient, parce que c'était un cinéma. Il montait sur la table pour parler aux gens. Golan était quelqu'un d'extrêmement sympathique, très drôle, qui était un baratineur. Il aurait vendu des chaussettes dans le métro. Et en plus de ça, c'était des buffets somptueux. Donc les journalistes, vous connaissez les journalistes à Cannes, ils se précipitaient tous. Donc ils avaient des gens extraordinaires autour d'eux. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose aussi, alors c'était amusant parce qu'il avait financé le film King Lear de Godard. Et il avait tourné aussi Nouvelle Vague avec Alain Delon, le seul film de Godard et d'Alain Delon. Parce qu'Alain Delon voulait absolument avoir dans sa filmo Godard. Et je me souviens donc que le film était passé, alors je ne sais plus exactement si c'était Nouvelle Vague ou King Lear, je crois que c'est Nouvelle Vague. Ils avaient eu les bobines au dernier moment. Et la 4e bobine était passée à la place de la 3e, c'était à l'envers. Personne ne s'était rendu compte, parce que c'était évidemment incompréhensible, c'était du Godard. C'est normal pour un Godard. Et ensuite, il y avait eu la conférence de presse, où vous avez Golan qui était là, qui parle un petit peu de son... mais qui se posait des problèmes quand même sur le résultat. Et un Godard hilar, qui était là en disant « Mais moi, je m'en fous royalement, c'est Golan qui a payé, moi j'ai fait ce qui m'intéressait. » Golan furieux était obligé de quitter l'estrade. Donc ça, ce sont les petites coulisses un peu de Cannes. Mais alors c'est intéressant ce film pour des gens qui aiment voir un peu les coulisses du cinéma. D'accord. Mais c'est quand même réservé à quelques... Très bien. The Giver? Alors The Giver, oui, je suis allé alors voir. c'est le passeur?
C'est Philip Noyce, celui qui est le metteur en scène australien, dont je n'ai jamais été un fan. Il fait des films pour teenagers. Donc moi, j'ai passé l'âge. Alors est-ce que je suis apte à juger à la place des teenagers? Je n'en sais rien, mais c'est fait pour les teenagers anglo-saxons qui sont bourrés d'imbécilité dans les films qu'on leur propose. Alors là, c'est l'histoire d'un monde un petit peu orwellien, où il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus de sentiments, on a tout supprimé, ce sont presque des robots. Alors évidemment, c'est en noir et blanc. À la fin, on va franchir, on va retrouver les émotions, boum, la couleur arrive. Ça me paraît vraiment un peu primaire, ça me paraît puéril. J'ai pas beaucoup aimé. Meryl Streep, alors évidemment, comme c'est un peu une méchante, alors elle est là avec les cheveux raides, on dirait une sorcière. Oui, vieillie, elle ne joue pas, vieillie. Oui. C'est toujours un peu manichéen, oui, c'est toujours un peu ridicule. C'est du manichéisme américain un peu. Oui, c'est un peu ridicule. Oublions. Et alors, Le sel de la terre, par contre. Alors, Le sel de la terre, ça, c'est un documentaire. Documentaire qui a été fait par Wim Wenders, très grand metteur en scène allemand. Souvenez-vous, un petit peu quand même symboliste et assez difficile à percer. Les ailes du désir, etc. Et là, qu'il l'a fait avec Salgado, qui est un photographe brésilien, qui a quitté très vite le Brésil quand il y avait le Castelo Branco, c'est-à-dire la dictature brésilienne, qui est venu en France, gauchiste, il a participé à mai 68, etc. Et ensuite, il a fait le tour du monde pour faire des photos. Et il a fait la fameuse photo de la Serra Pelada, qui sont les mines d'or au Brésil, où il y a tous ces gens qui viennent crever de faim là-dedans. C'était assez extraordinaire, ces photos qu'il a faites. Et il a fait le tour du monde, il est allé en Afrique, il a pris les révolutions, il a pris les famines, etc. Des photos absolument magnifiques. Et sur la fin de sa vie, il est sorti de ce côté social et politique pour faire l'environnement. Et vous avez une série de photos qui sont absolument sublimes. C'est un très, très beau documentaire. Bien, merci. Il se donne au Balzac. Il se donne au Balzac et je vous recommande d'aller au Balzac, qui est un très bon cinéma, très belle programmation. Et nous ferons un jour une émission consacrée au Balzac. Et puis... on aimerait qu'il y ait plus, qu'il inspire davantage de cinéma d'ailleurs. Absolument. Non, mais les autres trouvent très plus utile de vendre des pop-corns. Des pop-corn taille géante. Sachez qu'aux États-Unis, beaucoup de complexes cinéma gagnent les 2/3 avec les ventes de sucreries et pop-corn. Eh ben voilà, c'est dit, il fallait le dire. Voilà. Donc, c'est pour ça que les complexes, prenez le pâté du 15e, je ne sais pas si vous y êtes allé, vous rentrez dans ce nouveau cinéma qui a été il y a 6 mois ou 8 mois, dans le 15e, Beaugrenelle, Beaugrenelle, et vous rentrez, vous n'avez que des ventes de bonbons, etc. Et puis ensuite, vous descendez dans les salles qui sont des belles salles. C'est vraiment inouï. Alors Maxime, qui est un film américain, mais pour le coup pas tellement manichéen, qui est Fury. Alors j'avoue que je traînais un petit peu les pieds en amont, je me suis dit encore un film de guerre, encore avec Brad Pitt, qui est d'ailleurs co-auteur du film, et puis en fait, c'était pas si mal. C'était pas si mal, pourquoi? Parce que le film se prend place sur 24 heures, mais on n'est pas non plus dans un épisode de 24 heures chrono, la série des années 90. Pendant 24 heures, on est plongé dans la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, donc aussi un moment qui est rarement abordé dans les films de guerre, où en général on suit, vous savez, les grandes armées américaines qui débarquent, mitraillettes au vent pour aller fusiller du méchant Boche. Sauver le soldat Ryan. Et sauver à qui le soldat Ryan et à qui la veuve et l'orphelin. Là, on sauve ni la veuve ni l'orphelin, mais on est donc en Allemagne en 1944, et on voit une armée américaine qui est déchiquetée, dépitée, livrée à elle-même, et qui, grosso modo, nettoie les derniers bataillons, soit de l'armée, soit les bataillons SS, des campagnes allemandes. Et donc, on commence avec Fury, qui est en fait un char d'assaut américain, qui est mené par Brad Pitt, qui comprend donc un équipage de 5 personnes en tout. L'un vient de mourir et arrivé dans un camp qui est une charpie humaine, on lui assigne un nouveau qui s'appelle Norman, qui est donc en réalité le héros. C'est à travers Norman qu'on s'identifie et qu'on apprend, entre guillemets, la guerre. Norman, qui est un jeune dactylo de l'armée à qui on a dit « Bon, bah tiens, il y a une place sur le char, tu y vas ». Donc autant vous dire qu'il était tout à fait à sa place. Et Norman va apprendre en 24 heures la vie, l'amour, l'héroïsme, la mort. Évidemment, puisque c'est un film de guerre assez intense, donc c'est le rayon charcuterie du supermarché par moment. Non, je dirais pas. On n'y va pas forcément, mais c'est pas de la charcuterie gratuite, c'est-à-dire que derrière il y a une réflexion sur l'héroïsme, sur est-ce que je peux tuer ou pas. Il y a sans cesse des rapports
d'ailleurs à la Bible et à Dieu. Hein, est-ce qu'on tue, est-ce qu'on ne tue pas? Il y a la question de l'amour aussi qui est posée à un moment d'une façon assez intense et triste, puisqu'on voit, hein, donc, il y a plusieurs étapes. Ce char d'assaut qui commence, qui arrive dans le premier camp où on lui assigne une nouvelle mission. Donc Norman arrive, c'est le vrai début du film. Cette première mission va les conduire à travers bois à affronter des Allemands qui subsistent, hein, dont on voit que beaucoup sont des enfants aussi. Donc on a des enfants qui attaquent les chars. Est-ce qu'il faut tuer les enfants qui vous tirent dessus? Bon, c'est une question qui est assez délicate. On arrive, on libère une ville. Là, le fameux Norman tombe amoureux d'une jeune fille et pouf, dans un bombardement. Adieu la jeune fille. Donc en quelques heures, vous voyez que ce Norman passe du jeune soldat presque adolescent à l'homme qui subsiste à quelque chose d'absolument atroce. Donc c'est vraiment un film qui n'est pas un film de guerre à l'américaine où vous avez les gentils qui tuent les méchants, qui fument le cigare à la fin et alléluia. Non, vous avez des gentils qui vont sacrifier leur vie, mais dont on voit que ce sont aussi des gros rustos, ce sont des gros durs. Alors je le précise, c'est inspiré d'une histoire réelle. Donc aux États-Unis, on en parle beaucoup. Une histoire réelle du vrai char Fury qui a existé. On en parle aussi beaucoup aux États-Unis parce que on voit des soldats qui sont proches des vrais soldats, c'est-à-dire qui sont aussi des soudards pour certains d'entre eux. On a aussi un des soldats qui est un latino. Or, les latinos aux États-Unis, à cette époque-là, vous les voyez quasiment jamais dans les films. Notamment, beaucoup de latinos servaient de conducteurs de chars. Donc là, il y en a un qui est le latino de service et qui conduit un char, mais ça s'inscrit dans quelque chose qui était aussi réel. Donc, c'est pas forcément mon film préféré, c'est pas une grande histoire d'amour, mais c'est un film qui est assez intelligent et qui nous plonge dans un quotidien qui pourrait nous arriver un de ces jours, qui est finalement celui de la guerre. Une question, je voulais savoir, parce que je n'ai pas vu le film, j'irai le voir. Est-ce que le film s'arrête là ou un petit peu après, on parle des blessures psychologiques ou pas du tout? Non, alors, on ne parle pas à proprement parler des blessures psychologiques, puisque le film dure 24 heures, c'est-à-dire de l'aube à l'aube. Mais on suit tout au long du film les blessures physiques et psychologiques des personnages, et on voit comment certains utilisent l'alcool pour réussir à s'en sortir, comment la camaraderie presque virile réussit à catalyser aussi ces hommes. On a vu la drogue au Vietnam. C'est la drogue au Vietnam, là, on ne sombre pas là-dedans. On voit aussi comment ce chef, qui est un chef assez dur, assez intransigeant, et en même temps qui choisit ces hommes, réussit à les faire survivre, parce que de tous les autres chars qui sont avec eux au début, Fury est le seul char qui survit. Donc ces survivants qui affrontent la mort, qui en viennent à tuer des enfants et des femmes, qui en viennent à avoir leurs émotions brisées, qui assistent à des massacres où il y a des moments qui sont vraiment difficiles. Donc c'est un film qui fera date dans les films de guerre parce qu'il a sa spécificité. Alors qui fera date, je ne sais pas, mais en tout cas par rapport à ce qui a été. Un autre regard. Et ça, c'est quand même une certaine originalité. Voilà, et autant vous dire que j'aime pas beaucoup les films de guerre en général, et celui-ci est pas mal. En plus, on a un Brad Pitt qui est assez juste, donc c'est quand même pas mal. Merci beaucoup, Maxime. Alors, je récapitule. Magic in the Moonlight. Qu'on va voir, même si je n'ai pas beaucoup aimé, on va le voir. Que l'on va voir, absolument. Bobo Boys de Frédéric Lepic pour les spécialistes. Les spécialistes. The Giver, on peut abandonner. Le sel de la terre, par contre, un bon film. Et Fury. Merci à tous les deux, amis de TV Liberté. À tout de suite pour une nouvelle rubrique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, pour cette chronique Je lis donc je suis, nous allons découvrir la biographie d'Oscar Wilde avec son biographe, sa biographe, Danielle Guérin-Rose. Bonjour madame. Bonjour. Alors, cette biographie petite, puisque c'est la collection Pardès, la collection Qui suis-je, mais extrêmement dense, nous présente cet écrivain anglais mort en 1900. Comment est-ce que vous avez été attiré par Oscar Wilde? Alors, ça date de longtemps. Bon, comme beaucoup de personnes, j'ai découvert Wilde au collège, en cours d'anglais, où nous avons travaillé des extraits du Fantôme de Canterville. Je devais avoir, je sais pas, 12-13 ans. Et bon, déjà, j'avais été assez séduite par son humour, par sa finesse d'esprit.
Et puis, bien sûr, à la fin de l'adolescence, j'ai lu Le portrait de Dorian Gray. Et bon, c'est vrai que j'étais totalement bouleversée par ce livre, complètement fascinée. Mais je dois dire que Wilde, à ce moment-là, était une de mes admirations, mais il y en avait d'autres. Il y avait surtout Stendhal et Proust à l'époque. Et vraiment, le coup de foudre est venu d'une façon assez banale, avec un film. C'était en 1995. Il est sorti à ce moment-là un film de Brian Gilbert qui s'appelait Oscar Wilde, avec Stephen Fry dans le rôle principal. Et je dois dire que vraiment ce film m'a profondément touchée. Je connaissais un peu l'écrivain, et là, dans ce film, j'ai découvert l'homme. Et cet homme m'a vraiment émue, de sorte que j'ai vraiment eu envie d'en savoir davantage sur lui. Donc je me suis mise à lire, peut-être pas toutes ses œuvres, enfin peu à peu, si je les ai lues toutes. Bien sûr, oui. Et aussi j'ai lu la magnifique biographie de Richard Hellman, qui est vraiment la biographie qui a, pour ainsi dire, réhabilité Oscar Wilde dans l'opinion publique. Et là, voilà, j'avais mis le doigt dans l'engrenage et j'étais complètement happée. Et vraiment, j'ai été gagner à la cause de Wilde. Et une fois qu'on a gagné la cause de Wilde, on ne peut plus s'échapper. Et je dois dire que je m'en réjouis. Alors, les grandes œuvres, à grands traits, les grandes œuvres de Wilde. Alors, le portrait de Dorian Gray. Oui, bien sûr. Alors, Wilde est un Le auteur... fantôme de... Voilà, alors, Wilde est un auteur très éclectique, en fait. Oui. Il ne s'attache pas à un genre. Non. Et ce qui fait que, de temps en temps, on a l'impression qu'il n'a pas beaucoup écrit, finalement, parce qu'il y a toute une partie de son talent qui est ignorée. Par exemple, ses essais ne sont, pour ainsi dire, pas connus, alors qu'ils sont importants sur le plan de sa philosophie esthétique, sûr, oui. qu'il prouve que Wilde n'est pas seulement un dandy, un bel esprit, mais un penseur, un écrivain profond. Et voilà, alors bien sûr, c'est pas pour rien d'ailleurs, excusez-moi, c'est pas pour rien que l'université commence à vraiment s'intéresser à Wilde. Il y a vraiment maintenant des études, des colloques, des tas de choses qui sont faites, tout un bouillonnement autour de Wilde. Il y a d'ailleurs une thèse de philosophie qui vient de lui être consacrée, ça paraît un peu bizarre, la philosophie de Wilde, mais il y a fort à dire là-dessus. Et alors évidemment, pour le grand public, Wilde, ça se réduit souvent aux aphorismes. Et les aphorismes, oui. Le portrait de Dorian Gray, bien sûr, son plus célèbre roman, qui a vraiment eu un énorme succès de scandale quand il est sorti. Et c'est vrai que c'est un roman fascinant. Et ses pièces de théâtre aussi. Pardon, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, bien sûr, Wilde, c'est le théâtre. C'est le théâtre parce que il a été, à son époque, un auteur dramatique vraiment fêté, célèbre, peut-être le plus célèbre auteur dramatique du Royaume-Uni à l'époque. On peut dire qu'entre 1892, où il a connu son premier grand succès avec L'Éventail de Lady Windermere, et 1895, c'est-à-dire sur une période très courte, finalement sur 3 ans, 1895, où il avait 2 pièces de théâtre à l'affiche, Un mari idéal et son plus grand succès théâtral, L'importance d'être constant, The Importance of Being Earnest. Eh bien, effectivement, Wilde était, pour ainsi dire, le roi de la vie dramatique à Londres. Mais il n'y a pas que cela. Il faut ajouter aussi peut-être ses nouvelles, qui ne sont pas négligeables, comme Le crime de Lord Arthur Savile, ses poèmes qu'il a... Et ses contes. Et ses contes. Le prince heureux. Ça, c'est magnifique. C'est une chose merveilleuse que j'ai découverte très tardivement. Et c'est très beau, cette histoire de cette statue devant le château de Versailles qui donne son cœur. Absolument, absolument. Une... Et qui se dépouille de toutes ses richesses pour faire le bien autour de lui. Oui, c'est très touchant. Quand l'a-t-il écrit? À la fin de sa vie ou... Alors, non, pas du tout. Il a écrit ça au début de son mariage, puisqu'il y a Wilde s'est marié, on en parlera peut-être. Oui, bien sûr. Et il avait 2 enfants, et en fait, il a écrit ça pour ses fils. Qu'il aimait infiniment. Et qu'il aimait beaucoup. Et dont il a été séparé. Alors, venons-en à la biographie. Il a tout de même une très lourde hérédité. Il a un père et une mère. Alors, je ne sais pas si on peut dire une lourde hérédité, mais il est vrai qu'il avait une famille très originale. Oui, enfin, c'est un petit peu plus original quand même. 3 bâtards d'un côté, tout à fait. Des procès à n'en plus finir, c'est-à-dire que... et une vie de famille anéantie.
parce que donc le père était quand même un sacré Oui, luron. en même temps, c'était des gens vraiment exceptionnels. Le père était un très grand chirurgien, Oui. spécialiste des yeux et des oreilles. Il a d'ailleurs été fait chevalier par la reine Victoria en raison des services qu'il avait Oui, non, un rendus. grand scientifique. Tout à fait. Un homme très érudit qui, en plus, s'occupait d'archéologie, qui recueillait les légendes de son pays. Il faut dire qu'ils étaient irlandais. On dit toujours que Wilde est anglais, mais il est irlandais. Vous avez raison de le rappeler. Très important. Bien sûr. Parce que ses racines irlandaises comptaient vraiment pour lui. Bien sûr. Et donc, le père était un homme vraiment exceptionnel, vraiment un humaniste qui s'était dévoué pour les gens pendant la Grande Famine, qui avait créé le St. Mark's Hospital de Dublin, qui soignait souvent les gens pauvres gratuitement. Donc, un grand humaniste. En même temps, c'était un coureur de jupons. Un grand fêtard. Un grand fêtard, un coureur de jupons qui avait surtout avant son mariage, une vie assez dissolue, qui avait eu 3 enfants illégitimes, un garçon et 2 filles. Oui, pendant sa vie de famille, il y a eu aussi un autre problème. Ah oui, c'est une malade qui le traîne en justice pour soi-disant l'avoir endormi. Alors voilà, alors c'était... Est-ce que c'est vrai ou est-ce que il y a eu un scandale au moment où il était au fait de sa gloire, si on peut dire. Il avait une jeune patiente qui s'appelait Mary Travers et qui l'a accusée pendant une visite de l'avoir chloroformée et d'avoir tenté ou abusé d'elle. J'en parle parce que c'est très contemporain, parce qu'il y a des tas de procès qui traînent aujourd'hui à cause de ça. Et surtout, toutes ces histoires judiciaires ont beaucoup frappé le jeune Oscar Wilde. Bien sûr. Il avait 10 ans à l'époque. Bien sûr. Et il y a eu un procès, non pas un procès pour cet abus, ce viol, ce prétendu viol, mais parce que Lady Wilde avait écrit une lettre très violente à Mary Travers, qui se répandait partout dans la ville en diffamant toute la famille, parce qu'il faut dire que probablement c'était faux, son accusation. Donc on pense que elle avait été la maîtresse du docteur Wilde et qu'ayant été abandonnée, elle s'est vengée comme ça. Mais donc, comme elle diffamait toute la famille à travers la ville, Lady Wilde avait écrit une lettre assez violente. Parce que Lady Wilde est très violente. Speranza, c'est tout de même pas non plus la mère de famille. C'est un caractère très bien classique, trempé, on doit dire. Et donc, Mary Travers et son père avaient porté plainte contre Lady Wilde pour diffamation. Et il y a eu un procès qui a fait scandale dans tout Dublin. Ils ont été condamnés à un farthing Speranza, c'est tout de même la femme qui déclare la seule chose digne d'être vécue, c'est le péché. Le péché. Oui, c'est le péché. Non, c'est vraiment une femme qui n'est pas... Et elle fonde avec son fils une société pour la suppression de la vertu. Tout à fait. On est quand même là dans un décor peu ordinaire pour l'éducation d'un enfant. Absolument. En dehors de ça, c'est elle aussi une femme intellectuellement exceptionnelle, qui parle plusieurs langues, qui a traduit Dumas et Lamartine, et qui tient salon à Dublin et après à Londres, et qui reçoit vraiment toute l'élite artistique, médicale, puisque son mari était médecin. Absolument. Et une femme d'une grande fierté et qui enseignera à son fils à faire face. À faire face et à ne jamais s'enfuir. Absolument. Et à toujours, c'est ça, faire face. Et elle-même avait fait face dans sa jeunesse, parce qu'il faut dire qu'elle soutenait la jeune Irlande, c'est-à-dire les indépendantistes irlandais, et elle écrivait des pamphlets incendiaires dans un journal qui s'appelait The Nation. Et le directeur de ce journal avait été arrêté pour sédition pour un pamphlet qu'elle avait écrit elle. Et donc, au moment du procès, elle s'est dressée dans le prétoire en disant je suis seule coupable, si coupable il y a. Ça avait quand même du panache. Ah oui, donc voilà. Et donc, c'était vraiment une femme. Alors, des parents tout à fait étonnants, des maîtres de très haut niveau, Pater et Ruskin, qui vont avoir une importance importante dans l'esprit de ce jeune homme qui est lui-même très brillant. Oui, c'est un très très brillant élève, un érudit des lettres classiques. Et d'ailleurs, son premier maître, ce sera John Mahaffy, qu'il va rencontrer à Trinity College. Et qui l'emmène en Grèce. Voilà, qui est un helléniste, vraiment un érudit, qui va lui faire découvrir vraiment les beautés de la civilisation grecque.
et aussi l'importance de la poursuite du bonheur dans la vie. Et voilà, ça a été vraiment son premier maître. Et c'est aussi John Mahaffey qui l'a encouragé à aller à Oxford. Et là, Oxford, qui a été vraiment le paradis enchanté de Wilde, où vraiment il s'est découvert, il s'est réalisé. Il en est le prince, d'ailleurs, Tout très à vite. fait. Et donc, c'est là qu'il a subi l'influence de deux maîtres, d'abord John Ruskin et ensuite Walter Pater. Alors, l'un chrétien, l'autre non. Absolument. C'est-à-dire, ils sont tous les deux des apôtres de la beauté, des esthètes, mais ils ont une façon très différente d'envisager cela. Leur conception de l'art est très différente. Ruskin a une conception très morale, effectivement, on peut dire chrétienne, oui. Une conception très sociale aussi. C'est quelqu'un qui lutte contre les méfaits de l'industrialisation galopante. Oui, oui. Alors que Walter Pater est un hédoniste, un esthète. C'est la beauté pour la beauté. Voilà, c'est un adepte de l'art pour l'art. Et surtout, pour lui, eh bien, la réalisation personnelle, c'est vers ça qu'on doit. C'est l'ultime but de la vie, dit-il. Oui. Et voilà, Wilde va absolument subir l'influence d'abord de Ruskin et après de Pater. Et toute sa vie, il va essayer de mettre en pratique cette conception de l'art et de la vie, puisqu'il va tenter toute sa vie de faire de sa vie une œuvre d'art. Voilà, ça va être son but. Oui, il a cette phrase extraordinaire. Je trouve chaque jour plus difficile de vivre à la hauteur de ma porcelaine bleue. C'est une phrase absolument étonnante. Et d'ailleurs, il s'est rendu célèbre à Oxford par ce genre de phrase, parce que au début, il faut dire qu'Oscar Wilde a commencé à être très connu sans avoir jamais rien fait et rien écrit. Jusqu'à une certaine date, il avait pour ainsi dire rien écrit, mais tout le monde le connaissait par ses extravagances, par ses bons mots et par son esprit. Alors, donc, écriture, des articles, des essais, et puis, très vite, ce choix et ces tentations homosexuelles qui deviennent plus que des tentations, puisque la phrase de... Je crois que c'est Oscar Wilde, la meilleure façon d'éliminer de tentation, c'est d'y céder. Voilà, c'est d'y céder. Donc, et effectivement, il a mis ça en pratique. Il y cède, et alors là, il est entraîné dans une vie extrêmement dangereuse, parce qu'en Angleterre, on ne badine pas avec le sujet. Oui, il y a la fameuse loi criminelle qui condamne les relations entre deux personnes de même sexe, même majeures, à la prison. Et la prison anglaise, à la fin du 19e siècle, c'est tout de même pas, c'est pas notre prison actuelle. Non, pas du tout. Alors, il faut quand même préciser que Wilde donc, était marié. Il a une très jolie femme, deux enfants, très intelligente, qu'il aimait beaucoup. Il a fait un mariage d'amour. Oui, absolument. Les 2 premières années de sa vie, de leur mariage, ont été vraiment des années très heureuses. Il a eu ses 2 enfants, ses 2 garçons, Cyril et Viviane, qu'il adorait. C'était vraiment un père très tendre. Il jouait avec ses enfants, ce qui était très rare pour un homme victorien. En général, on passait 1 heure dans la nurserie et puis c'était tout. Et lui, il était vraiment très attentif à ses enfants. Seulement, voilà. Bon, il faut dire que Wilde avait toujours été plus ou moins attiré par les beaux jeunes gens, mais c'était resté du domaine peut-être du fantasme. Et le premier qui l'a, si on peut dire, qui l'a initié aux pratiques homosexuelles, c'est un jeune homme qui avait 17 ans à l'époque, mais qui, lui, n'en était pas à sa première expérience homosexuelle, et qui logeait chez Wilde pour 3 mois parce que sa mère était partie faire un tour d'Europe et elle avait laissé son fils chez Wilde en tant qu'hôte payant. Et ce jeune homme s'appelait Robert Ross. Et c'est lui qui a plus ou moins entraîné Wilde dans l'homosexualité. Leur liaison n'a pas duré longtemps. Mais il restera l'ami fidèle jusqu'à la mort. Leur liaison était très vite platonique, mais leur amitié a perduré jusqu'à la mort. Et vraiment, Robbie Ross a toujours été un ami fidèle, qui a toujours été là, qui a toujours aidé Wilde. C'est lui d'ailleurs, il est devenu son exécuteur testamentaire, et c'est lui qui a fait publier les premières œuvres complètes de Wilde, et qui s'occupait aussi de la publication de De Profundis dont on parle. Mais vraiment, celui par lequel le drame va arriver, c'est un jeune homme extrêmement beau, extrêmement charmant, mais en même temps un enfant gâté, tout à fait insupportable,
qui s'appelle Lord Alfred Douglas, qui lui aussi n'a pas une famille fantastique. Enfin, il y a une famille beaucoup moins intéressante que celle de Wilde. Absolument. C'est-à-dire qu'il a un père qui est le marquis de Queensberry, qui est d'ailleurs à l'initiative des fameuses règles de la boxe Queensberry. Oui. Mais voilà, c'est un homme assez brutal, assez fruste, qui maltraite sa femme, qui lui impose ses maîtresses, qui est détesté par ses fils qu'il traite très mal. Donc vraiment pas un père modèle. Et c'est un peu à cause de ça que le drame va arriver, parce qu'il y a un antagonisme féroce entre le père et ses fils, principalement entre le père et Lord Alfred Douglas, qu'on appelle Bosie, puisque c'était sa mère qui l'avait baptisé de ce surnom, Bosie. Et c'est parce que Lord Alfred Douglas déteste son père qu'il veut absolument pousser Wilde à l'attaquer en justice. Parce qu'il faut dire que, évidemment, le marquis, qui n'est pas content de la relation entre Wilde et son fils, dans tout Londres. Il se répand dans tout Londres, il les poursuit, et surtout, il dépose une carte au club de Wilde où il est marqué à Oscar Wilde, qui pose au sodomite. Il a écrit sodomite et non pas sodomite, ce qui évidemment l'accusait ouvertement. Voilà, ouvertement. Alors, bon, Wilde, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il trouve la carte, personne ne l'a vue cette carte, il aurait pu la prendre et la déchirer, il ne serait rien passé. Or, Wilde, avec une inconscience terrible, va traîner le marquis en justice. Et ça, c'est de la pure folie. La pure folie. Parce qu'il sait très bien que le marquis va être en mesure de prouver ses dires. Voilà. Et donc Wilde est entraîné en prison. Et là, adieu le monde intellectuel, élégant, les beaux jeunes gens et les jolies femmes. C'est la prison effroyable. Et il intervient une transformation dans la vie, et même dans le cœur de Wilde. Il faut dire que Wilde va tomber véritablement en enfer. D'abord pour un homme raffiné comme lui, c'est plus terrible encore que pour les autres, si on peut dire. D'ailleurs, il y a un prisonnier qui lui dit un jour « Vous souffrez plus que nous », il dit « Non, nous souffrons tous pareil ». Ce qui est terrible aussi pour lui, c'est qu'il ne peut parler à personne, il ne peut pas lire, il ne peut pas écrire. Écrire non plus, oui. Ça, c'est terrible. Mais en prison, il va réfléchir, il va en quelque sorte, si on peut dire, redécouvrir le Christ. Je ne vais pas dire le découvrir, parce que Wilde a toujours été tenté par la religion catholique, il était très attiré par la religion catholique. Il a toujours été à deux doigts de se convertir, et il ne l'a fait finalement que sur son lit de mort. Et finalement, il va y avoir un gouverneur plus souple qui va arriver dans les derniers mois de sa détention, lui donner du papier qui va lui permettre d'écrire. Et là, il va écrire une longue lettre à son amant, à Lord Alfred Douglas, à qui il en veut beaucoup, parce que Lord Alfred Douglas est resté invisible et muet pendant tout le temps de sa détention. Il ne lui a pas écrit. Le sacrifice était grand pour un être qui ne le méritait pas. Mais le texte est d'une beauté magnifique. C'est un des plus beaux textes de Wilde. Moi, je trouve que... Donnez le titre. Alors, c'est De Profundis. De Profundis, oui. Ça ne s'appelait pas comme ça au début. Ça s'appelait In Carcere in Vaculis. Et le deuxième texte très beau qu'il a écrit en prison aussi, la ballade de la Shoulder Reading. Alors, il ne l'a pas écrit en prison, la ballade de la Shoulder Reading. Il l'a écrite quand il est sorti de prison. Parce qu'évidemment, en prison, il a vu des choses qui étaient terribles. Et il a vu, par exemple, des petits-enfants qui étaient emprisonnés pour avoir chapardé un lapin. Oui, parce qu'ils avaient faim. Ça l'a complètement bouleversé. Donc, il a d'ailleurs écrit des lettres aux journaux après pour dénoncer tout ça. Mais il a vu aussi quelque chose de terrible, c'est qu'il est arrivé, pendant qu'il était à Reading, il est arrivé un cavalier de la garde qui avait tué sa femme par jalousie et qui allait être pendu. Et ça, c'était terrible pour lui de voir cet homme marcher dans la cour en sachant qu'il allait être exécuté. Et donc, il a écrit ce magnifique poème, La ballade de la Shoulder Reading, qui est un poème plein de compassion, d'espoir dans le pardon de Dieu. Oui, non, et donc c'est un très très beau poème chrétien, on peut dire. Et en même temps, un cri d'indignation contre les conditions dans lesquelles vivaient les prisonniers et une protestation farouche contre la peine de mort.
Nous n'en dirons pas plus, si ce n'est que Wilde a fini sa vie à Paris. Merci beaucoup, Daniel Guérin-Rose, pour cette très très jolie biographie Wilde dans la collection Qui suis-je chez Pardès. Merci beaucoup. À tout de suite pour une autre rubrique de Perles de culture. Amis de TV Liberté, rebonjour. Pour cette rubrique L'art en beauté, nous avons invité un pianiste. Bonjour Stevie Lamasson. Bonjour. Merci Maxime d'être encore avec nous. Steve Villamasson est un personnage extraordinaire que j'ai rencontré dans un concert à l'église, dans une belle église de Paris, Sainte-Élisabeth, mais qui a une particularité. Il joue, pardonnez-moi, il joue dans la rue. Alors, il joue d'abord, sa particularité, c'est de jouer merveilleusement bien, ça c'est le plus important. Contrairement aux Roumains qui défilent dans les rues en égratignant à qui Chopin et à qui Dalida. Lui joue dans la rue. Alors comment est-ce que... D'abord, quand avez-vous commencé à jouer du piano, Steve Villamasson? Alors j'avais 19 ans, j'étais à Nice, j'étais engagé dans un resto, c'était mon premier boulot. Et j'ai vu quelqu'un sortir un piano en fait sur le cours Saléa en face de là où je travaillais. Et je me suis dit, ça c'est une excellente idée. Je n'avais jamais pensé qu'un piano ça se transportait, ça se déplaçait facilement. Et quand je l'ai vu faire, je me suis dit que j'allais faire pareil. Donc c'est à l'âge de 19 ans, avec mon frère, qu'on a pris le piano familial et qu'on l'a sorti en pleine rue pour s'amuser. Oui, mais vous jouiez déjà du piano. Oui, vous aviez derrière vous des années de... J'avais déjà commencé le piano depuis l'âge de 5 ans. 5 ans. Voilà. D'accord, très très bien. Alors, vous jouez dans la rue, mais vous acceptez les concerts tout à fait, oui. Couverts, sous les halles, sous le... Évidemment, oui, bien sûr. Oui. En fait, j'ai pas tout de suite eu l'intention de devenir pianiste professionnel. Oui. J'ai d'abord joué par passion pendant toute ma jeunesse. C'est ça. Et c'est lié au premier temps où j'ai sorti le piano dans la rue. J'ai eu des gens qui m'ont applaudi, qui m'ont encouragé, qui m'ont donné des premières opportunités aussi. Et je me suis dit, peut-être que j'ai une chance dans ce métier. Et donc voilà. Et justement, jouer dans la rue, outre, si je veux dire, l'outil de différenciation, parce que par rapport à tous vos petits confrères, jouer dans la rue, c'est différent. Hein, vous n'avez pas besoin de forcément avoir une salle, une infrastructure, etc. Est-ce que c'est aussi pour vous l'occasion d'aller vers un nouveau public ou est-ce que c'est ou pas? Est-ce qu'il y avait cette démarche de convertir un public à la musique? Alors, au départ, c'était complètement expérimental. Donc, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et par la suite, c'est vrai qu'on se rend vite compte qu'il y a un véritable échange. C'est-à-dire que les gens vous galvanisent, les gens vous donnent leur énergie. Vous devez vous surpasser quand vous êtes face à un public. Vous n'êtes pas là pour eux, ils ne sont pas là pour vous. Qui n'est pas conquis d'avance. Voilà, qui n'est pas conquis d'avance. Donc il faut quand même. Donc il n'est pas obligé de rester. Exactement. Il peut y avoir une sentence qui tombe à tout moment, c'est que la personne s'en va. Si vous n'avez pas réussi à l'hypnotiser. Donc finalement, ça permet de découvrir un nouvel état auquel on n'est pas souvent confronté pendant une formation normale ou dans la vie de tous les jours. Et finalement, ça rend plus fort dans des conditions de concert parce qu'on est quand même un petit peu mieux rodé à pas mal d'éventualités, du bruit, être déconcentré. Oui. Là, c'est plus un problème au bout d'un moment. J'imagine que ça impacte aussi votre programmation parce que quand vous jouez pour un public lambda, en tout cas non initié, est-ce que vous jouez différemment? Est-ce que vous essayez de proposer des choses que le public peut connaître? On entend beaucoup de musique classique dans la publicité, par exemple. Enfin, comment vous abordez votre choix? Quels sont vos choix, oui. Musical? C'est une très bonne question. Dans la rue, je vais jouer, ça va être plus un show, on va dire. Il faut que je fasse du spectaculaire parce qu'on est quand même dans un environnement sonore horrible. Donc, on ne peut pas faire vraiment dans la finesse. On est obligé d'envoyer des choses très rythmées, très puissantes. Donc, ça s'adresse à un public peut-être un peu moins connaisseur parce qu'on n'est pas vraiment
c'est pas très représentatif de ce qu'on est capable de faire en interprétation. Après, je joue aussi des choses très connues parce ça fait du bien à l'oreille d'entendre quelque chose qu'on peut suivre, voilà. Oui, il y a un bonheur. On reconnaît. Oui, il y a bien un sûr. bonheur des C'est toujours retrouvailles. associé à plein de choses. Donc ça aussi, c'est très commercial. Mais en concert, là, par contre, j'essaye d'être le plus original possible et je peux rentrer dans la subtilité, dans les nocturnes, des choses très douces. Alors, voilà. on va vous entendre tout de suite, puisque je signale à nos téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver Steve Villamasson sur son blog. C'est tout simplement Street Pianist Overblog. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça en anglais? C'est une idée américaine au départ? C'est pour toucher le plus de gens possible. Je pense qu'au niveau international, voilà, les gens parlent anglais, donc voilà, ça permet justement au plus grand nombre. Alors, on va vous entendre dans une polonaise espagnole. Alors, donnez-nous qu'est-ce que c'est que cette polonaise espagnole? Alors, ce titre plein d'humour. Alors, en fait, c'est une œuvre que j'ai voulu écrire dans la forme musicale polonaise. Oui, voilà. donc en hommage à Chopin. Évidemment. Oui. Et dont j'adore les polonaises, évidemment. Oui. Et en fait, j'ai essayé d'avoir des fois des petites touches hispanisantes dans les gammes et dans certains passages du morceau. Donc, au moment de décider d'un nom, j'ai tout simplement décidé de l'appeler comme ça. Polonaise espagnole. Polonaise espagnole. Alors, nous allons entendre la polonaise espagnole.
Donc, vous composez, vous improvisez, c'est très étonnant, c'est une sorte de pastiche, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est absolument pas une pastiche. C'est pas un pastiche. Un pastiche. Oui. C'est plus un travail de collage. Moi, j'y vois une forme de collage. Une inspiration. Ça dépend. Il faut une... bien comprendre. Donc, c'est pas de l'improvisation. Des fois, on me demande ça. Alors là, je réponds automatiquement que si c'était de l'improvisation, je passerais mes journées en studio, je ferais un CD par jour. Oui. Non, c'est du travail de composition. Après, il y a une différence entre les œuvres plus anciennes et plus récentes. Oui. Les anciennes sont souvent très immatures, un peu décousues. Oui. C'était presque un travail de préparation à la composition. C'était même des œuvres que je créais sans prétendre être compositeur ou avoir l'intention d'avancer dans cette voie. Et pour les plus récentes, là, on s'aperçoit qu'il y a une véritable structure, ça respecte des formes musicales connues, des règles harmoniques, etc. Et donc, on parle bien plus de composition. Après, c'est sûr qu'il s'agit de musique classique, romantique ou baroque, selon les choix. Et bien sûr, il y a des références à chacune de ces époques. Et on est tenté de comparer du baroque à Bach, du romantique à Chopin et du classique à Beethoven ou Mozart. D'ailleurs, quand on compose, on est inspiré de ce qu'on a bossé, de ce qu'on a entendu. Donc, naturellement, lorsqu'on va composer classique, ça va sonner mozartien. Donc je dirais que pour l'inspiration, voilà, classique, je suis inspiré par Mozart, voilà. Vous composez pour piano. Pour piano et violon aussi. Voilà, il faut le dire, parce que vous ne faites pas des opéras, hein, on n'entendra pas des corps et des tambours. Ça ne me passionne pas. Voilà, on n'est pas dans Mozart. Moi, j'ai une question quand même qui me vient, parce que vous nous avez dit que vous aviez un nom de blog anglais. Est-ce que le fait d'être un street pianiste, comme vous dites, ça vous a apporté un nouveau public en concert et notamment, est-ce que ça vous a apporté une visibilité internationale? C'est-à-dire que, est-ce que grâce à ça, vous êtes devenu une petite star des médias, toute proportion gardée bien sûr, alors que finalement, la vie du jeune concertiste de salon ou de salle de concert est assez terne, assez triste en tout cas au début, puisque se faire connaître est quelque chose d'assez difficile. Est-ce que finalement vous n'avez pas fait un pied de nez à tous vos petits copains en leur disant moi je vais jouer dans la rue et je serai plus connu, plus sollicité que vous? Complètement. Alors c'est pas forcément dû, non, c'est pas forcément dû au blog ou à son appellation anglophone, mais je pense que c'est complètement lié au fait que je touche 2000 personnes par jour dans la rue. Les pauvres pianistes qui veulent devenir professionnels sont confrontés à un énorme problème, c'est que pour exister, il faut jouer, il faut se montrer, et que pour en avoir l'occasion, c'est très dur. Donc pour remplir des salles, il faut des programmes incroyables, et puis il faut jouer... Quand même, il faut faire beaucoup de choses quand même pour arriver à un minimum de visibilité et ça reste assez restreint. Et puis les conditions. Enfin, les conditions d'engagement sont très dures. C'est toujours très dur. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. On voit même des concerts parfois excellents dans les églises à Paris où vous avez péniblement 50 ou 100 personnes, c'est pas 10 ou 20, et qui sont des concerts avec des bons musiciens. Et sans compter qu'il y a une grande compétition. En fait, il y a beaucoup de pianistes qui essayent d'avancer et finalement, la demande des pianistes est telle que l'offre est vraiment plus basse. Donc vous avez choisi une stratégie marketing innovante. Je me suis parler marketing dans cette émission. Oui, en tout cas, tout de suite, ça s'est révélé super efficace. Donc, c'est ce que je conseille d'ailleurs à tous les musiciens, n'importe quel style et instrument, allez jouer dans la rue. Parce qu'au minimum, vous allez être applaudi, vous allez être encouragé. Si vous avez un petit panier, vous aurez une petite pièce. C'est toujours encourageant, ça donne déjà envie d'y croire. Mais en plus, on fait des rencontres incroyables. Un nouveau rapport à l'art musical. Parce que bien souvent, on est dans une démarche où l'art musical, comme l'art en général d'ailleurs, est dans une posture de clientèle. C'est-à-dire, je propose et les gens font le choix de venir me voir. Alors que là, vous ne leur laissez pas le choix. Un peu comme le quêteur dans le métro, vous allez à la rencontre et vous les forcez à avoir une réaction. Non, rien n'est forcé puisqu'il passe. Donc, il s'arrête. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même ce stimulus qui existe. Absolument. Et donc, qui est là pour faire émerger une forme de Et donc, vous pouvez gagner passion. votre vie en faisant ça. C'est ça qui est important. Alors, je gagne ma vie grâce à cette activité. Oui. Mais ce n'est pas cette activité directement qui me permet de gagner ma vie. Parce que, naturellement, j'installe un panier sur le piano, mais ce n'est pas ce que je récolte qui va payer mes factures. À Paris, la vie est très chère. D'autant plus que, voilà, on n'a pas, en tant que pianiste, en général, on n'a pas de CDI, on n'a pas de stabilité professionnelle vraiment claire.
Donc, non, c'est Mais pas est-ce que évident. Chopin avait une stabilité professionnelle? Non, Vous voyez non, tout le monde se attention, souvient de lui. je ne me plains pas. Hein. Mais Faut être disons que fonctionnaire à la poste les pour gens, avoir une stabilité voilà, donc, professionnelle. mais attention, on perd pas mal de temps. Non, il faut rappeler que les gens sont généreux, les gens donnent beaucoup dans la rue, Oui. donc ils sont au rendez-vous. Mais il faut bien comprendre aussi qu'il y a énormément de gens qui vous voient, ça crée des coups de cœur, un CV crée pas un coup de cœur. Et ce qu'on a vu en vrai, ça peut créer un coup de Et cœur. vous avez Et les un gens CD? se motivent. Vous avez Donc, un CD à vendre? Oui, tout à fait. Très bien. Moi, je trouve ça vraiment formidable. Très bien. Et on le trouve sur votre site? Alors, on peut me le commander sur mon blog, Oui, ou votre blog. directement à mon concert, ou dans la rue. Dans la rue, très bien. Nous allons entendre un deuxième morceau que j'aime beaucoup, c'est une transcription de l'hiver de Vivaldi. Et donc, vous jouez dans la rue. Que pensez-vous de cette installation des pianos dans les gares de France? C'est formidable. C'est génialissime. Oui. Je dirais que la personne qui a validé ce projet, c'est une personne vraiment visionnaire. Oui. Ça, c'était la chose à faire. Vous me donnez une idée. Il faudrait interroger cette personne. Ah, je crois bien, oui. Oui. Je crois que oui, c'est. Je connais un petit peu l'histoire qui a amené à ce que ça se fasse. Oui. Mais Quelle est c'est cette vrai histoire? que. Alors, en gros, de ce que j'en sais, attention, il faut. Oui. Voilà. Donc, il y a un festival qui a eu lieu à Paris qui s'appelle Play Me I'm Yours, pour lequel j'ai participé. Donc, vous avez dû voir les vidéos. Et donc, leur principe, c'est de récupérer des pianos qui sont offerts par des magasins, des grossistes, de les faire repeindre et décorer par des artistes en devenir ou connus, d'exposer les pianos dans les rues pour faire connaître le travail de ces artistes et en même temps pour permettre aux gens de jouer. Donc, les pianos restent en permanence jour et nuit pendant 3 semaines dans les rues. Avec des bâches en cas de pluie, des gens qui s'en occupent un minimum et tout ça. Il n'y a pas de tente, mais ils gèrent bien la chose. Et donc, à l'issue de tout ça, les pianos sont offerts à des instituts, des hôpitaux, pour les enfants,
Oui, un tas de il y en a choses. aussi dans les hôpitaux. Oui. Le grand hôpital de Boulogne, Oui. Ambroise Paré, Oui, oui. on rentre dans le hall. Et ça, c'est il y a très longtemps, c'est depuis 10 ans déjà. Ah, d'accord. Depuis 10 ans déjà, il y a un grand piano blanc. Ah voilà, non, oui. Alors ça c'est autre chose, parce que là, les pianos qui sont offerts, donc c'est les pianos qui ont été décorés. D'accord, oui. Et c'est suite à ça, ils en ont offert un à une gare, je crois que c'est la gare de Montparnasse. Et ça a eu énormément de succès. Alors, je ne sais pas qui s'est dit, on va en mettre partout puisque ça marche bien et que ça plaît aux gens. Et la musique adoucit les mœurs, vous savez, c'est bien connu. Et quand on met de la musique quelque part, et surtout quand on donne aux gens l'occasion d'entendre, non pas une musique qui sort de la radio avec une énième répétition des Beatles ou une énième publicité sur Radio Classique, parce qu'il y a aussi Radio Classique qui existe ou ses concurrents, mais qu'on donne aux gens l'occasion d'écouter directement de la musique, d'être en interaction avec une personne qui joue de la musique. C'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement rare. C'est sûr, l'artiste. Le contact avec le voir vrai l'artiste en vrai. musicien. Et ce que je dis souvent, c'est que les gens viennent me remercier de mon initiative quand je joue dans la rue. Et ils me disent que c'est formidable. Ils me disent que justement, il n'y a pas de barrière, donc on peut toucher le pianiste, on peut lui parler. Voilà, on peut partir, on peut rester, on n'est pas guindé, on n'est pas bloqué, on peut profiter enfin gratuitement du concert, et en plus gratuitement. Et on découvre. Donc finalement, dans les gares, ils ont fait exactement la même chose, c'est-à-dire ils ont offert des concerts, une possibilité de concert à des gens qui n'iront pas, la possibilité de parler aux pianistes qui les font parce qu'il n'y a pas c'est pas organisé, et puis même de toucher le piano, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont jamais vraiment touché et puis ils n'auraient pas osé. Là, c'est vraiment à la portée. Est-ce que vous avez des gens qui vous disent, moi aussi, grâce à vous, j'ai envie de jouer du piano? Oui, tout à fait. Oui. Donc il y a des conversions, vous voyez, c'est j'entends de ces témoignages, c'est presque un travail je devrais presque les noter musicale. parce qu'on me dit de ces choses, c'est fou. J'ai des fois des gars, des rappeurs, des jeunes de cité ou quoi, plusieurs fois, ça m'est arrivé d'avoir un gars comme ça qui me dit « Écoute, j'écoute jamais de classique, mais là, j'ai pas compris, j'ai aimé, je suis resté jusqu'au bout. » Alors là, j'adore ça. Quand j'entends ça, bien sûr. Vous avez ouvert, j'ai la confirmation. Vous avez ouvert une porte. Moi, je trouve que c'est un vrai travail d'évangélisation musicale, parce que souvent, il y a aussi une rupture de génération entre la musique classique qui est forcément associée à l'image de vieux / de bourgeois, parce qu'il ne faut pas se leurrer sur la réalité des choses, notamment pour ces jeunes de banlieue, et le fait de leur faire découvrir le classique, qui n'est pas réservé à une élite, qui est quelque chose qui parle à tous. Steve Villamasson est un remarquable ambassadeur. Alors, nous sommes entendus écouter mais sauf qu'il n'est pas payé par le contribuable. Si un édile, un maire veut vous inviter pour son prochain festival d'été ou pour offrir un concert à ses administrés, comment ça marche ? Vous partez. Évidemment. Vous mettez votre piano dans la camionnette. Tout simplement, s'il s'agit de faire quelque chose en extérieur ou alors quelque part où il n'y a pas de piano, je peux naturellement venir avec ma camionnette dans laquelle il y a le piano. Non, mais parce que, si vous voulez, le fait de venir avec votre piano, ça facilite quand même beaucoup les gens, parce que Bien sûr. Ils se font une montagne de louer un piano, Évidemment. Bon, puis vous savez, les budgets municipaux commencent à être resserrés. Hein. D'accord. Donc, et c'est pas la culture qui va paraître le plus important. Vous le savez bien, le revêtement sportif pour que les petits-enfants puissent jouer au foot est beaucoup plus important que de payer un artiste. Cher Anne, vous louer oubliez un piano. le rond-point fleuri sur lequel on écrit le nom de la ville. Voilà. On va faire si on n'a pas ça. C'est majeur. Donc, je propose à tous les maires et tous les conseillers municipaux qui nous écoutent d'investir, ça n'est pas effroyablement coûteux, mais d'investir dans le concert. Pourquoi pas aussi des monuments historiques qui peuvent proposer des festivals ou des animations pendant l'été, parce qu'il y en a qui nous écoutent aussi. Bien sûr. Et puis les associations qui veulent faire revivre ou empêcher de mourir une vieille église, une vieille chapelle. À ce moment-là, ils invitent Steve Villamasson et une partie de la recette va à la rénovation du bâtiment et une partie permet à Steve de vivre. Permet à Steve, bien sûr, de vivre. Écoutez, merci beaucoup Steve Villamasson. Le titre de votre CD? Alors, malheureusement, il n'a pas vraiment de titre. Il s'appelle Composition personnelle. Composition Steve personnelle. Villamasson, Composition personnelle. J'ai beaucoup aimé aussi quand vous inspiriez de Bach. Ah oui. Donc, il y a dans ce CD... Dans ce CD, effectivement, oui. Voilà. Donc, je vous invite, chers amis téléspectateurs, d'aller sur le blog de Steve Villamasson. Et je rappelle, c'est en anglais, Street
pianiste Overblog et ils découvriront ce beau pianiste et leur journée en sera embellie. Merci beaucoup Steve Villamasson et je dois pouvoir annoncer que vers Noël, les téléspectateurs auront une surprise et un très joli cadeau que nous offrira Steve Villamasson. Je n'en dis pas plus. Merci beaucoup Steve Villamasson d'être venu et bravo. Merci Maxime. Amis de TV Liberté, à très bientôt pour une nouvelle chronique de Perles de Culture.